Mes chers camarades, bienvenue, oui, bienvenue à vous tous, délégués des syndicats, du public et du privé, venus par milliers se retrouver dans le 26e congrès confédéral de notre CGT Force ouvrière pour débattre fraternellement et prendre les dispositions que la situation appelle. Je salue Madame Quenders, maire de Dijon, et remercie la ville pour l'attribution de la salle des congrès et pour le maintien depuis 2004 des locaux que nous occupons rue Roland-Romain. On est très bien et en espérant que ça va durer longtemps. Je vous apporte le salut de tous les camarades de nos syndicats de Côte-d'Or. Je remercie chaleureusement les 195 camarades venus des 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté pour leur travail en faveur de l'organisation du congrès. Ça mérite un applaudissement. Merci également à l'Union départementale de Rouen qui a mis à notre disposition tous les supports matériels de l'ancien congrès confédéral. Merci Yanis et merci sa secrétaire. l'UD 76. Toute ma gratitude aux camarades retraités qui continuent à militer avec passion, ça il faut le dire. Merci également aux camarades du bureau et de la commission exécutive dont le dévouement dans la préparation du congrès nous fut si précieux. Je crois que ce congrès est aussi le moment de rendre hommage aux camarades qui nous ont quittés. Leur dévouement et leur engagement resteront gravés dans notre mémoire et nous poursuivrons notre lutte dans la même détermination. Hommage à Jacques Grédin, qui aurait dû être présent. Il nous a quittés fin janvier en tant que bénévole. On aurait été 196. Qui nous a quittés après plus de 50 années d'action syndicale pour la défense de la sécurité sociale. Hommage à Michel Huygen, qui a créé le syndicat télémécanique, aujourd'hui Schneider Electric, qui n'a cessé d'agir que pour le bon fonctionnement de l'Union départementale. Hommage à Marcel Blanchard, qui nous a quittés fin février, grand militant au sein de son entreprise. Mais nous devons tous rendre un hommage particulier à Jean-Claude Quentin, qui fut notre secrétaire de l'Union départementale avant de rejoindre la Confédération. Il fut le créateur du droit individuel à la formation. Son héritage continue de transformer nos vies et d'ouvrir des perspectives à toutes les travailleuses, à tous les travailleurs. Chers camarades, c'est un attachement personnel par l'histoire de ma famille et de mes proches. Il n'y a pas un d'entre vous, j'en suis sûr, qui n'ait pas eu à mesurer dans sa vie ou celle de sa famille l'importance de ce formidable système de protection sociale qui nous ont légué nos anciens. Chacun de vous est né avec un numéro de sécurité sociale. Chacun peut, selon ses besoins, se faire soigner avec la carte verte et non avec la carte bleue. Permettez-moi sur ce point de vous faire part de quelques réflexions que j'avais faites lors de l'Assemblée générale de nos syndicats de Côte-d'Or le 3 décembre, alors même que nous entreprenions la mobilisation de centaines de camarades de notre UD
et de la région... Les camarades, un peu de silence, s'il vous plaît. ...et de la région pour aider à l'organisation de ce congrès. Dans cette assemblée, notre idée de Côte d'Or, je soulignais que certains voudraient faire tourner la roue de l'histoire à l'envers et remettre en cause ce qui a été arraché par tant de combats ouvriers, et que dès lors, il me semblait utile de nous appuyer sur ce que nous ont enseigné nos anciens. Nous avons un passé. Il était clair l'avenir. Comme le disait un de nos secrétaires confédéraux, nous ne sommes pas les enfants du hasard. En 1995, Force ouvrière Hebdo avait publié un dossier intitulé « La force de l'histoire ». Il traitait de l'histoire de notre confédération depuis 1895 à Limoges et de la sécurité sociale depuis 1945. Nos organisations attendaient par là donner à tous les militants et tous les syndicats des arguments pour préparer la bataille qui se profilait contre le plan Juppé, un plan qui remettait en cause les fondements même de la sécurité sociale. Je dois vous avouer que j'ai épuisé des arguments qui me semblent d'une actualité brûlante, même 30 ans après. Je songe, par exemple, à ce rappel d'une des premières discussions au Congrès de Limoges en 1895, au cours de laquelle un délégué proposait qu'une retraite soit servie obligatoirement par l'État à tous les ouvriers et employés des deux sexes avant 50 ans d'âge ou 25 ans de service. Toutefois, la retraite deviendra obligatoire vis-à-vis de l'ouvrier qui se trouvera dans l'incapacité de travailler par suite d'infirmité. Oui, il vient de loin le combat pour les retraites, afin que le travailleur ne soit pas plongé dans la misère alors que vient l'âge où il doit cesser le travail. Dans son numéro du 26 juillet 1945, Résistance ouvrière, qui n'avait pas encore pris le nom de Force ouvrière, annonçait en ces termes le rapport sur la sécurité sociale dont était chargé Georges Buisson. Les ordonnances du 4-19 octobre 1945 reconnaissent le droit des salariés à gérer leurs propres cotisations. C'est l'existence même du monde du travail, dont du mouvement syndical et de son rôle qui sont reconnus non seulement de fait, mais dans les textes. Les travailleurs ont le droit de s'organiser, le droit de cotiser, de gérer leurs cotisations par le biais de l'organisation syndicale. Certes, comme nous le rappelions en 1995, l'existence de la tutelle gouvernementale comme la place réservée aux employeurs dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, à la différence du projet Buisson, vont constituer de réels problèmes. Plus proche de nous, en 1996, quand le gouvernement imposa en début de la mobilisation de novembre-décembre 1995 la mise sous tutelle de notre sécurité sociale par les lois de financement de sécurité sociale et que la CFDT accepta ce cadre. Marc Blondel, dans son rapport au Congrès confédéral, s'indignait. Le gouvernement n'est pas du tout opposé à ce que les partenaires sociaux deviennent des gestionnaires sous-traitants, en quelque sorte des subsidiaires. Eh bien, non, mes camarades, mes chers camarades, autant nous revendiquons le pouvoir de gérer le salaire différé, autant nous refusons de gérer l'impôt. Cela, c'est le rôle du Parlement. Oui, mes camarades, libres et indépendants, nous sommes libres et indépendants, nous resterons. Et à ce point, pour conclure, j'ai le droit à dépasser les 7 minutes. Bon. Et à ce point, pour conclure, au moment où nous allons entreprendre plusieurs jours de débats fraternels, et j'en suis sûr constructifs, il est bon, me semble-t-il, de rappeler à notre mémoire les mots de celui qui fut pendant des décennies le dirigeant syndical
que nous connaissons tous, notre camarade Léon Jouot. Nous sommes en 1937 et alors que tient un CCN de la CGT confédérée, Jouot explique avec force « Chacun a le droit d'appartenir au parti de son choix, mais nul n'a le droit de faire pénétrer, même indirectement à l'intérieur, de l'unité reconstituée, la pensée et les directives exclusives de ce parti. Qu'adviendrait-il si nous acceptons cette attitude? Disons-le d'un mot, le mouvement syndical deviendrait le champ clos, l'arène dans laquelle les partis se disputeraient entre eux pour le plus grand mal de la Confédération. Cela, nous ne pouvons l'accepter. Nous pouvons suivre une route commune. Ne commençons pas à creuser des chemins différents. Si nous avons l'amour de l'unité et si nous la voulons vraiment pour la classe ouvrière, eh bien, nous devons ne pas vouloir qu'à l'origine de cette unité germent des causes de dissension. C'est le vœu du bureau confédéral et nous réclamons que cette volonté se trouve non seulement dans les paroles, mais dans les actes. Oui, camarades, je suis persuadé que notre congrès confédéral, donc les syndiqués, forces ouvrières et au-delà, les travailleurs de ce pays attendent beaucoup, saura trouver la voie du rassemblement en écartant ce qui pourrait être des causes de dissension. Mes chers camarades, je vous souhaite toutes et à tous un très bon congrès. À tous les camarades, allez Dijon, bien sûr, et vive la Confédération Force ouvrière. Merci.